Le calme n'existe pas aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre, le plus gros service de Bruxelles. Jour et nuit, les cas s'enchaînent sans interruption. Victor le sait bien, cela fait 20 ans qu'il est infirmier ici. Être urgentiste, c'est arriver à une personne qui va accoucher, avoir un bébé, et c'est magnifique. À avoir quelqu'un un jeune homme de 18 ans qui s'est pendu à Noël, c'est jusque-là, ça peut aller jusque-là, évidemment. C'est notre job. Aucune journée ne ressemble à une autre dans le service. Le personnel doit faire face à des cas d'agression. On peut avoir la largeur, c'est environ 2-3 cm. Ça paraît comme ça. Ouais. Mais aussi à toutes sortes de pathologies. 2, 3. Aïe, désolé. Avec souvent la nécessité d'agir vite. Attention, madame. Il faut parvenir à un diagnostic dans l'urgence. Quand vous dites que vous n'êtes pas bien, c'est quoi? C'est la douleur? Oui. Vous avez difficile à respirer? Sans jamais perdre son calme. Il y a toute une série de patients qui vont se présenter à nous. Les uns font plus de bruit que les autres. Il y en a un qui va être agressif alors que finalement il a juste une entorse ou un petit bobo à son orteil. Ils sont également amenés à intervenir régulièrement sur le terrain, en accompagnant les sauveteurs. Des missions où il est souvent question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Pierre est un hôpital public et accueille quantité de malades venus de l'étranger. Il n'est pas toujours facile de se faire comprendre. Ce sont souvent les enfants qui servent de traducteurs. Tous les jours, les extrêmes se côtoient aux urgences, que ce soit le tragique. Est-ce que vous avez réalisé qu'il est décédé, madame? Il est décédé, hein, il est mort. Il est mort. Ou les plus grandes joies, comme cette maman obligée d'accoucher chez elle. C'est une nouvelle semaine intense qui va commencer aux urgences de Saint-Pierre. Une semaine sans aucun répit. Nous accueillons dans notre institution, au service des urgences, 85 000 patients chaque année. Le jour et la nuit, des cas légers, de la bobologie, des cas sévères. Notre objectif est d'être toujours prêt pour pouvoir sauver une vie. La difficulté dans mon métier, c'est la gestion de l'agressivité, de la violence, et puis l'impuissance dans certaines situations. C'est de vouloir pouvoir faire plus, mais de ne pas savoir. Autant on peut agir sur le côté médical, sur le côté social, en tant que médecin. Là, arrivant avec nos grosses bottines et notre matériel, on ne peut pas faire grand-chose au moment même. Au quotidien, ce qui est difficile, c'est gérer les émotions et la fatigue, certainement. On fait des 24 heures de garde et donc, au fil de la journée, on s'épuise, on se fatigue et effectivement, on n'a plus le même homme après 20 heures de travail. Et effectivement, ça, c'est peut-être un des plus difficiles choses à gérer dans notre métier. Cela fait 20 ans que Victor travaille aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. 20 ans qu'il vient prendre son service en tant qu'infirmier, prêt à affronter les angoisses et la souffrance de ses patients. Bonjour Arnaud. Quand j'étais adolescent, j'étais prévu pour être comptable. Et puis, on m'a gentiment proposé, j'ai fait une formation Croix-Rouge, et là, on m'a proposé de vivre une expérience intra-hospitalière, donc dans un hôpital. Et la directrice m'avait dit à l'époque, je me souviendrai toute ma vie, elle m'a dit, si tu survis les 15 jours dans un service de médecine interne, t'es fait pour être infirmier. J'ai survécu. Salut Soufiane, ça va? Ça a été le matin? Buongiorno. Victor est un des piliers ici, l'un des plus anciens du personnel médical. Et il y a du monde dans les murs. Ils sont 25 médecins et 45 infirmiers à exercer dans ce qui est le plus gros service d'urgence de la capitale belge. Pas moins de 85 000 cas sont traités par an ici. Salut, bonjour tout le monde. Ce qui représente 200 patients en moyenne par jour. Bonjour. La première personne dont Victor va s'occuper aujourd'hui est une jeune femme morte d'inquiétude. Elle se prénomme Aurélie. Elle a 25 ans, elle est enceinte de 7 mois de son 3e enfant et depuis 5 heures du matin, elle a toutes les peines du monde à respirer. Elle tousse beaucoup, Aurélie.
Une chose à ne surtout pas prendre à la légère pour une femme enceinte. J'ai une contraction. Je vais appeler le gynécologue aussi. Ces quintes de toux peuvent très bien finir par la pousser à accoucher prématurément. C'est une gêne que vous avez depuis 5 h du matin, comme ça. Ok. Ce qu'on entend là, ça n'a pas l'air d'être de l'asthme. Hein. Maintenant, je ne dis pas que vous avez des problèmes respiratoires, mais ça n'a pas l'air asthmatique. En tout cas, l'oxygénation dans le sang est bonne. Hein. Donc, vous avez déjà eu 2 grossesses et c'est la 3e, celle-ci. Ok. C'est Guillaume, son compagnon, qui l'a amené dans le service. Dans l'urgence, ils ont pris avec eux leur petite dernière, Aurore, âgée d'à peine 1 an. Oui. Donc d'abord, on va vous donner un masque avec une poche pour... après, on va évoluer pour voir que ça s'améliore. Les risques pour Aurélie sont, que l'enfant manque d'oxygène, donc une fausse un avortement, donc perdre l'enfant, et elle, qu'elle ait aussi des problèmes respiratoires graves, et donc il fallait absolument agir rapidement. Avec un bruit très strident, un genre stridor, qu'elle définissait elle comme une crise d'asthme, mais qui n'était pas du tout spastique. Il faut faire vite en effet, d'autant qu'Aurélie est très inquiète pour son bébé. Il est d'ordinaire très turbulent dans son ventre, mais depuis ce matin, il est devenu brutalement très discret. Cécile, la gynécologue de garde, va très vite venir la voir. Oui, ça m'a réveillée. D'accord. Et ça me donne des petites contractions. Ça fait un peu mal. Et c'est un peu régulier les contractions ou c'est un peu... Ça dépend, des fois j'en ai un peu plus quand je tousse plus longtemps. Et quand ça se calme un peu, ça se calme avec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça. D'accord. Ton bébé bouge bien? Moins depuis ce matin, mais c'est peut-être normal aussi. Donc j'essaye de pas trop me... Et vous n'avez pas eu de perte de sang ou de perte liquide? Du bois, non. Aurélie va rapidement être amenée dans une autre salle pour subir une échographie en urgence. Victor ne va pas pouvoir rester avec elle pour le moment. Il vient d'être appelé sur une autre urgence, très différente de ce premier cas. La particularité des urgences, c'est qu'il faut être partout. Il faut avoir un œil partout. Il ne faut peut-être pas être expert dans tout, mais il faut savoir de tout et au bon moment. Monsieur, je vais vous donner un antidouleur. Bernard, un homme âgé d'une 60aine d'années, vient de faire son arrivée sur un brancard. Il a été sauvagement agressé par un inconnu à coups de barre de fer, alors qu'il était tranquillement assis à la terrasse d'un café. Grande barre de fer. Quoi, il a commencé à frapper sur tout le monde sans Voilà, distinction. il a cassé des trucs à droite, à gauche, et puis tout d'un coup, il est venu vers la terrasse où j'étais assis. Ouais. Je me suis mis debout, mais j'ai pas réussi à me protéger. Et il vous a frappé sur les côtes, là. Oui, avec une grande barre de fer de plus d'1 mètre de long. Et la police était sur place ou pas? Même pas. L'homme semble aller bien, mais la douleur sur son flanc devient de plus en plus difficile à supporter. Heureusement pour lui, il ne va pas se rendre compte que son agresseur en état d'ébriété avancée, qui lui aussi a été amené aux urgences, va passer juste à côté de lui. C'est l'agresseur? Alors mettez-le de côté si vous voulez bien aller de l'autre côté, parce qu'on va pas mélanger l'agresseur et l'agressé. Un choc violent au niveau des côtes, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est donc des côtes cassées qui peuvent déchirer le poumon. Forcément, on s'est empressé de prendre ces constantes et de le mettre sous radioscopie, donc pour voir si son thorax, ce poumon n'était pas atteint. C'est le plus urgent. Une chose est certaine, la marque du coup sur sa poitrine est clairement visible. Vous savez quel jour on est, monsieur, aujourd'hui? Oui, tout à fait. Non, la Non, tête mais n'a pas été touchée. Oui, justement. Ouvrez vos yeux, que je vois vos yeux. Lundi. Ouvrez vos yeux, que je vois vos pupilles. Ok. Lundi, vous êtes sûr? Vous avez raison. Mais il n'y a aucun gain à la clé. Non. Par contre, on va aller faire une radio, ça c'est vrai. On va juste enlever vos chaussures aussi, hein, monsieur. Je ne supporte pas les chaussures dans un lit. Pardon? Je dis, je n'aime pas voir les gens avec des chaussures sur un lit. C'est quelque chose qui m'énerve. On a chacun nos manies, hein. Mais pourquoi ils n'ont pas arrêté avant puisqu'il avait cassé? Je ne sais pas, monsieur, mais vous savez, ici, on va essayer de s'occuper de vous. Et puis, on fera pour le reste, pour l'enquête. Ça va? Au niveau physique, il s'en sort bien. Maintenant, je me suis un petit peu inquiété au niveau mental parce que c'est pas facile. Et puis, c'est révoltant de se retrouver victime d'un agresseur qu'il ne connaît pas. Et je vais dire au psychologue de venir vous voir. Parce que je pense que c'est important de débriefer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas complètement idiot. Donc, est-ce que je vous dis que vous êtes idiot? Non, mais j'ai bien vu que c'était parce qu'il était en état d'ébriété. Oui, mais c'est bien de temps en temps. Voilà les questions que vous posez, là, justement. C'est des choses qui arrivent. Ouais, on va l'envoyer. Vous ne gardiez pas ça en voilà. vous puissiez l'extérioriser directement. Après, ça peut vous aider par la suite aussi. Ça donne de bons résultats, généralement, quand on le fait. À l'âge que j'ai, ça va. On vous l'envoie quand même et vous déciderez avec lui. Merci.
Du côté d'Aurélie, les médecins lui ont administré un traitement qui a calmé sa détresse respiratoire. Mais hélas, pas ses inquiétudes. Son bébé a-t-il souffert d'un manque d'oxygène dans le sang? Il ne bouge presque plus dans son ventre. Cécile, la gynécologue, va très vite pratiquer une échographie. Sans ça, qu'elle est bien bas. Surtout si vous avez des contractions, j'imagine. C'est une petite fille. J'ai pas encore vu ça. C'est son petit cœur. Un petit cœur qui bat apparemment. Vous dites qu'elle bouge un peu moins depuis que vous avez des problèmes. Depuis 5h du matin, ça bouge un peu moins, mais bon, j'essaye de pas trop. Et pour le reste, pendant votre grossesse, vous n'avez jamais eu Non, de problème? jamais. D'accord. Le bébé, il a l'air bien. Je vais mesurer le col avec la sonde. D'accord. Et après, on va continuer le monitoring de votre bébé aussi. Parce que si D'accord. vous avez des problèmes, on veut quand même être sûr que vous et votre bébé vont bien. Ça va. C'est une bonne nouvelle. La future petite fille n'a aucun problème. Un grand soulagement pour la jeune maman. C'est Karine, l'une des sages-femmes de l'hôpital, qui va prendre le relais auprès d'elle. Il y a un petit garçon, une petite fille. Encore une alors. Encore une. J'ai déjà un petit garçon. C'est un bébé surprise. Ma fille est née à 32 semaines, donc j'ai peur. Bon, là, en tout cas, vous avez pas l'air d'avoir beaucoup de contractions. Non, mais bon, ça, je sais ce que c'est un prématuré. Ma fille était vraiment pas bien, donc... La madine s'est mis 3 fois le cordon autour du cou et c'est bien. Mais c'était une casse-cou, alors. Voilà, et on l'a sortie. Il y a dû avoir une réanimation et... Eh ben, les gens, Voilà. elle est vraiment arrivée comme une furie. Prendre la place, mais je m'en vais. Non, t'inquiète. De toute façon, j'ai mis. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est la fréquence des contractions, si elles sont fortes ou pas fortes. Mais en tout cas, pour le moment, ça va. Ça va, ok, ça va. On peut la recouvrir un petit peu? Oui, bien sûr. Voilà. Probablement qu'il va falloir que vous donniez un certificat avec un... Pour Bernard, il n'y a pas encore de verdict. Après avoir été agressé à la terrasse d'un café à coups de barre de fer, il attend toujours de pouvoir passer des radios de sa cage thoracique. Il est ici, hein, donc monsieur, pour l'instant, je le mets pas là-bas parce que j'ai pas envie qu'il se croise. Donc attention, parce que l'agresseur ne doit pas se retrouver avec l'agressé. Pour l'agresser, c'est déjà dur de se ramasser un coup de barre, mais en plus de voir l'agresseur, c'est encore plus traumatisant. Et donc on essaye justement d'éviter ce genre de croisade. L'agressé, oui, mais attention, mais croise pas l'agresseur. Et alors, il est d'accord de donner un constat de coup à la police. Donc, quand le médecin... Bernard a fini par faire ses radios entre-temps. C'est Pierre, le responsable de la chirurgie aux urgences, qui va le prendre en charge. En fait, on peut avoir la largeur, c'est environ 2-3 cm. Donc ça est un gros coup. On n'a pas arrêté comme ça. Ouais, j'ai dit au niveau de la trace au niveau de votre dos. Donc s'il y a un problème, c'est au niveau entre la 8e et la 11e ou 12e côte. Je vais regarder les radios, je vous dirai quoi tout à l'heure. On va aller voir les radios. Des radios qui vont clairement montrer les dégâts causés par l'agresseur. Ici sur le thorax de face, on ne voit pas, mais on va regarder sur les autres incidences. 11e, 10e. Ça confirme qu'il y a une fracture de la 10e côte. Et là, c'est la 9e. Et la 8e côte aussi, il y a une fracture. Donc ici, on a une fracture de l'arc postérieur de la 8e, une fracture de l'arc postérieur de la 10e côte. Rien de très grave, heureusement. Pierre va très vite revenir auprès de Bernard pour le rassurer. Après vous avoir examiné, vous allez très bien. Merci. Parce qu'au niveau respiratoire, c'est nickel. Et malheureusement, après avoir regardé vos radios, il y a 2 côtes cassées. Vous supportez un peu. On va vous donner... Non, ça fait mal, mais bon... Non, si jamais. Parce que souvent, il peut y avoir une complication, une infection. On va vous donner un rendez-vous pour un contrôle clinique, probablement d'ici fin de semaine. On vous revoit en consultation pour être sûr que tout va bien. Allez, au revoir. Merci. Bon, je vais chez madame. Voilà, tout le monde fait la sieste. Je dois encore faire... Pour Aurélie, tout se termine bien également. Ses contractions se sont calmées, son bébé se porte très bien et elle a retrouvé une respiration normale. En fait, je suis vraiment fatiguée. Elle est fatiguée. Vous lui faites faire encore la lessive et le ménage? C'est pas une question que je la fais faire, j'essaye de l'en empêcher de la faire.
Je suis maniaque chez moi. Après, vous me dites que vous êtes fatigué? Je vais limite la sonner pour qu'elle arrête de faire les trucs. Non, mais c'est pas mon système, ça non plus. Il s'agissait en fait d'un effet indésirable d'une bronchite qu'elle vient d'attraper sans le savoir. Mais non, en fait, c'est ça qui m'a réveillée. J'ai commencé à tousser, à être oppressée. Et c'est ça qui m'a réveillée à 5 h du matin, quoi. Le médecin m'a demandé de faire encore un électrocardiogramme. Pas de quoi s'inquiéter, mais enfin, comme ça, on est tranquille. Et après, vous pouvez rentrer à la maison, vous reposer. Ça va. Bien Okay. Comme elle. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de contraction pour l'instant. Non, ça va. On entend le bébé qui fonctionne bien, il a 143, donc c'est bien. Ça va bon. mieux. Ah ouais, c'est un beau petit rythme. Bon, à tout de suite. À tour de rôle, de nombreux membres du personnel soignant sont amenés à sortir du service des urgences, en étant affectés au SMUR, l'équivalent du SAMU en Belgique. Le tour de Marie-Astrid est arrivé. Cette maman de 3 enfants est médecin urgentiste. Aujourd'hui, c'est sur le terrain, et non pas à l'hôpital, qu'elle sera amenée à secourir les gens. Depuis que je suis toute petite, j'aime bien aider les gens. C'est moi qui, à la maison, avait la pharmacie avec 3 sparadraps, un désinfectant. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. Ce matin, elle va croiser Victor dans les couloirs. C'est pas toi qui fais du SMUR aujourd'hui? Demain. Aujourd'hui, Demain, je suis à la garde. Aujourd'hui, je reçois tes patients. Ouais. Demain à 14h, je fais l'après-midi. 14h, oui, moi je suis pas là jusqu'à 14h. Voilà. Moi, j'accueille tes patients. Tu les envoies. Bien, je t'apporte. Alors, attention, aux soins intensifs, il reste une place. Bon, super forme alors. Super. Dès que ça sonne, je te ramène. Et ça ne va pas tarder à sonner. Une alerte va très vite retentir dans les couloirs. Ok. Oh, dans le cinéma. Oui, une suspicion d'AVC aussi. Dans quel état vont-ils trouver la victime? Pour le moment, ils n'ont pas d'informations supplémentaires. Ils savent juste qu'il s'agit d'un homme âgé qui a été pris de malaise durant la projection d'un film. Les pompiers sont déjà sur place et l'ont sorti de la salle. Daniel est français, il a 75 ans, il va un peu mieux mais semble totalement désorienté et très incohérent dans ses propos. 20, 130. L'année de sa naissance, il s'est plus la dire, monsieur. Mais c'est tous les paramètres sont là. Année de ma naissance, Oui, tout à fait. je suis Vous fatigué parce buvez que du je viens vin, de... non. oui, de la bière, de l'alcool. Je viens de terminer une pièce de théâtre. Et je suis fatigué. C'est tout. Je pense peut-être un AVC, un accident vasculaire cérébral, donc une thrombose. Et puis avec d'autres éléments, la température, la toux, je pense plutôt à une surinfection pulmonaire. Le fait qu'il soit confus doit également nous faire penser à possiblement une méningite. Regardez par ici, monsieur. Je vais vous mettre un petit spray dans la bouche. Dans la bouche, un petit spray. Pas bouger, pas bouger. Attendez, pas bouger. Ils vont très vite pratiquer une prise de sang pour que des analyses puissent avoir lieu le plus rapidement possible une fois à l'hôpital. Alors, ouvrez votre bouche, je vais mettre un spray dans votre bouche. La langue vers le haut la langue. Moi, je dois aller en dessous de la langue. Mettez la langue, touchez la langue ici au-dessus, voilà. Voilà, fermez la bouche. Vous aurez comme de la chaleur qui va monter. Pourquoi? C'est le médicament que je vous ai donné. Non mais monsieur, se sent pas très bien, là. L'état de Daniel va de nouveau se dégrader quelques secondes plus tard. Quel jour on est, monsieur? Je suis dans les 20. Oui, je vois ça. Je ne sais pas, mais je sais. Oui, vous en faites pas. On est quel mois? Ou quel... Ah ben, On est au mois de mai. ouais. Ce qui est pratique ici à Bruxelles, c'est qu'on est à maximum 7 minutes de tout hôpital. Et donc, si je ne sais pas ce que c'est, ben, je le prends et je rentre très vite à l'hôpital. Et je préviens en disant, voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. À condition que la victime se laisse faire, ce qui ne va pas du tout être le cas de Daniel. Vous allez venir à l'hôpital avec nous? Non. Mais oui, parce Non, que je vais rester chez moi. vous n'êtes pas très bien, monsieur. Vous ne savez pas rentrer chez vous maintenant. Non, pourquoi? Mais vous rentrerez chez vous après. Mais on va d'abord à l'hôpital. Non, moi je ne veux pas à l'hôpital. Monsieur, Non. c'est pour votre bien, c'est parce Oui, que je vous sais. avez fait un malaise Je sais. dans le cinéma et donc on veut juste voir si tout va bien. Je sais. Et après, vous On a fait une prise de sang, il faut qu'on l'envoie au laboratoire et qu'on récupère les résultats et on attend ne fût-ce que tout ça. Vous n'êtes pas très... J'ai un petit chat, je dois m'en occuper. Oui, mais vous en faites pas, vous pourrez vous en occuper.
Mais là, juste maintenant, on va à l'hôpital, on y reste ne fût-ce que quelques heures. Ouf, quelques heures. Oui, parce que le résultat, dites votre chat, il n'a pas besoin de vous tout le temps. Ici, vous étiez bien parti au cinéma pendant quelques heures. Un film, ça dure 2 Ben voilà. Le temps du film. Allez, venez à l'hôpital, le temps du film. Votre chat n'y verra rien, c'est comme si vous étiez au cinéma. D'accord? Allez, marché conclu. On vous emmène avec nous. Non, je sais. Daniel va finir par se laisser faire. Personne n'aime aller à l'hôpital, on est bien d'accord. Mais ici, c'est quand même important d'y aller. Voilà, l'hôpital vous attend. Il va rapidement être chargé dans l'ambulance. Quand j'entends ça, je prie pour ceux qui sont dedans. Maintenant, c'est pour moi. Ben, c'est gentil de le faire. Moi, je trouve ça normal. À peine quelques minutes plus tard, Daniel va se retrouver dans le service des urgences de Saint-Pierre. On est à Saint-Pierre. Ma mère est morte ici. Il y a quelques années déjà. Voilà, vous ne devez rien faire, hein. On vous conduit jusque-là. Oh, un petit temps. Daniel semble beaucoup moins confus que tout à l'heure désormais. Il se demande de plus en plus ce qu'il fait là. Et surtout, de quoi il souffre exactement. Comment vous appelez puisque vous êtes médecin? Oui, pardon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment ça s'appelle cette histoire? Quelle histoire? Que vous avez. Donc vous faites une surinfection des poumons avec de la température et vous êtes un petit peu confus comme ça sur la température. OK? Oui, tout à fait. Maintenant, votre tension, elle est très élevée. Oui, c'est pas pour le faire. Non, mais ça, c'est pas très bon pour le cerveau. Ah non. Marie-Astrid lui a promis qu'il ferait un passage rapide aux urgences. Sauf qu'une infirmière va venir retirer les chaussures de Daniel. Pas un bon signe pour lui. Allô? Non, je suis pas d'accord. Monsieur, Mon petit est là. Et il n'y a personne pour le soigner. c'est qui votre petit? Petit chat. Non, je ne resterai pas. Mon petit est là. Oui, mais là, on voudrait au moins savoir pourquoi vous faites de la température. D'accord, mais mon petit Ça est va là. Moi, je suis responsable de lui. Tout à fait, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous faites un malaise à la maison, le petit chat ne sera pas pris en charge non plus. Hein. Oui, mais enfin, c'est comme ça. Il vaut mieux voir d'abord pourquoi. Vous en faites pas, on laisse tout bien ensemble. On vous le rend après, hein. On va rien vous prendre. Torse symétrique. Stéphano, l'un des médecins de garde, va venir le prendre en charge. Monsieur écrit des pièces de théâtre, je pense. Ok, ça va. C'est ça, hein, c'est des pièces de théâtre. Bonjour monsieur, je suis Stéphane McNair. Des romans. Ok. Lui, c'est le médecin. Ok. Au final, rien de grave ne sera trouvé pour Daniel. En dehors d'une probable infection pulmonaire, pas de traces d'AVC ou de méningite, heureusement. 2 grammes de roséphine si on a quelque part de la roséphine à portée de main. Il passera tout de même la nuit à l'hôpital en observation avant de pouvoir enfin retrouver son petit chat le lendemain matin. La nuit tombe sur Bruxelles. L'équipe de nuit vient de prendre possession des lieux. Ok, super. Jason en fait partie. Super. Je préfère faire ça comme ça parce que... Il a 23 ans et il est infirmier. En temps normal, le service des urgences est interdit aux enfants de moins de 15 ans. Mais ce soir, une exception sera faite pour Omaïna, cette petite fille de 8 ans. Kala, sa maman, vient d'être amenée ici une fois de plus à cause d'une bronchite. Elle est enceinte et son taux d'oxygène dans le sang est très bas. Sauf qu'elle ne parle pas du tout le français, elle ne parle que l'arabe. La petite fille est la seule capable de traduire les propos du personnel à sa mère. Sa présence a donc été acceptée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle tousse, elle connaît pas, elle peut plus bien respirer. Depuis aujourd'hui? D'accord. Donc tu as 2 sœurs, c'est ça? Qui sont dans la voiture avec ton papa? Et ta maman attend encore un bébé? Oui, elle a Encore un bébé? Il a 6 mois. Il a 6 mois. Donc dans 3 mois, tu auras un petit frère ou une petite sœur en plus. C'est une petite fille. Que des filles.
La petite fille qui vient et qui prend en charge sa maman, c'est quelque chose de très fréquent dans notre hôpital, justement, parce que nous sommes dans un quartier assez populaire. On appelle ça les enfants parents. Et donc, ils connaissent bien leur traitement médicamenteux. Moi, j'ai déjà eu des enfants qui ont une maman diabétique et qui me disent « Voilà, elle a autant d'insuline, elle n'a pas mangé correctement, elle n'a pas voulu. » Et donc, forcément, de par la force des choses, ils se responsabilisent plus vite. Ils deviennent plus vite matures. Jason va très vite donner à cette maman un aérosol pour lui ouvrir les bronches. Voilà, donc tu peux expliquer à ta maman qu'il faut qu'elle respire par la bouche, par ici. Le médecin de garde va venir l'examiner quelques minutes plus tard. C'est probablement une grosse bronchite, antivirus. C'est pas grave, mais l'oxygène descend quand même fort. Donc nous, on aimerait bien vous garder à l'hôpital cette nuit et voir demain matin comment ça va. Restez ici pour la nuit. Kala n'a pas l'habitude d'être séparée de sa famille et surtout de ses enfants. Non, ça c'est un peu embêtant, mais il y a le papa qui est dans la voiture. Oui. Donc c'est mieux qu'elle rentre avec son papa. Non. De rester? Non. Ici, on va surveiller avec l'oxygène, on va donner les aérosols, mais je pense qu'à la maison, dans l'état où pour l'instant, ça va pas bien se passer. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de bien ouvrir les poumons, les bronches, au moins cette nuit et voir comment ça va demain. C'est juste pour surveiller l'oxygène dans le sang. Kala n'a pas le choix. Elle va devoir rester ici, seule, loin de ses filles. Une chose extrêmement difficile à accepter pour elle. Est-ce que demain matin, est-ce qu'on peut la visiter? On va donner un papier avec les heures. Vous pouvez peut-être venir, le médecin... Son mari va finir par venir dans le service pour que le médecin puisse lui expliquer la situation. Les filles de Kala auront exceptionnellement le droit de venir l'embrasser pour lui donner du courage. Tu as des super belles chaussures. Avec Kala va donc se retrouver seule. Une solitude très difficile à vivre pour elle. Elles sont bien. Ça va aller, demain vous les verrez. Demain. Ça va? Si vous avez besoin, vous m'appelez. Ok. À tout de suite. Kala passera une nuit d'observation sans aucun problème à signaler. Elle retrouvera effectivement ses filles le lendemain avec une bronchite en voie de guérison. Mais les interventions la nuit ne sont pas toujours aussi calmes, loin de là. C'est même souvent l'inverse, comme avec cet homme trouvé inconscient sur la voie publique, la paupière droite ouverte. Il est en état d'ébriété. On va essayer de faire ça vite et bien. Donc vous gardez la main ici parce que tout ce qui est autour de vous, c'est stérile. Donc vous ne pouvez pas toucher. L'équipe va bien tenter de le recoudre, sauf que l'individu ne va pas se laisser faire. Fermez les yeux. Vous êtes tombé sur le trottoir, monsieur, c'est ça? Une simple question qui va le rendre brutalement fou furieux. Monsieur. Comme c'est loin qu'il m'a soigné pour infection, quoi. Monsieur. Eh ben, il m'a causé infection. Il est tombé sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se monsieur? passe? Laisse-moi mon bras, il est mort. Laissez Mon bras, il est le mort. bras. Ok, Il on m'a se dit, calme. il est Expliquez-nous. tombé sur le trottoir. Vous êtes tombé où Vous alors? êtes tombé où? Si, c'est toi qui est tombé sur le trottoir. Sur le trottoir? J'ai pas tombé sur le trottoir. Non, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les ambulances... C'est la bagarre. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé après. C'est vous qui m'avez tapé. Ok, ça va.
Et pourquoi tu dis il tombe sur le Monsieur, on essaie de savoir On ce qui essaie de se passe, savoir hein. parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Monsieur, T'as trottoir. monsieur, est-ce que vous voulez être soigné, oui ou non? J'ai pas soigné. Ok. Ah, bah, L'homme ne semble pas se calmer. Il ne s'est manifestement pas blessé en tombant, mais plutôt en se bagarrant. Jason va finir par appeler le service de sécurité pour plus de précautions. soin, oui ou non? Et pourquoi il est tombé sur ce trottoir? Bon, est-ce que je peux faire Ils la seront suture, 3 oui à ou venir, au cas où l'homme devienne trop violent. Dites-moi. Ils parviendront à le recoudre finalement en évitant soigneusement de ne plus prononcer le mot trottoir. Monsieur, c'est déjà presque fini, ne vous en faites pas. Fermez les yeux. Fermez les yeux. L'homme finira par passer la nuit à l'hôpital, loin de toute bagarre intempestive. Ce matin, c'est au tour de Victor, l'infirmier, de partir en intervention sur le terrain. Aujourd'hui, il sera donc habillé en vert et non pas en blanc. Bonjour. T'as fini toi? Moi j'ai fini. Allez, bah, bon après-midi, salut. Bonjour Jana. Salut. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, ça te dérange pas d'aller chercher un Non. patient? Pour le moment, il n'y a pas d'alerte à l'extérieur. Victor va donc se consacrer aux patients arrivant aux urgences. Comme ce vieux monsieur se prénommant Luis, 87 ans. Buenos días. Ça a l'air cardiaque. Hein. Il est d'origine espagnole et ne parle pas du tout le français. Un bloc ou pas? Buenos días. Buenos días. Yo hablo español. ¿Vale? ¿Me oye? ¿Me oye? Cuénteme lo que le pasa. Ya. Il a été pris de vomissements et de malaise en sortant d'un restaurant. Victor étant le seul à savoir parler espagnol ici, c'est lui qui va le prendre en charge. Doc, il perd le connaissance. Il est en train de me diriger. Il a perdu connaissance. Il savait pas où il était. Il avait fort mal au niveau de l'abdomen. Si. ¿Qué ha comido este mediodía? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Comí a mediodía patatas con un poco de grasa, comí un poco... Des pommes de terre avec du lard. Ouais, à gauche. L'homme est très malade pour le moment. Oye mejor de este oído? Non, c'est pire. Je lui demande s'il entend mieux de cette oreille-là. Je crois que c'est pire. Il a un accent de la mort qui tue. Vous êtes la fille? Vous savez venir, comme ça on va un peu essayer de décortiquer les choses. Victor a remarqué que Luis avait un pacemaker sous la peau. Sa famille est dans la salle d'attente. Il va aller les chercher pour en savoir plus sur le vieil homme. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la rue là? Ben, écoutez, au fait, il paraît ce midi, ils ont mangé. Tocino? Non, tocino, non. On m'a dit tocino. Non, ils ont mangé du pintado avec des pommes de terre, je sais plus, Ah, d'accord. et des légumes, je sais pas. Et il a commencé à remettre. Arrête, papa, s'il te plaît. Vous êtes de Galice, non? Oui. Il a dit, un accent. La difficulté avec la famille, c'est de pouvoir expliquer avec des mots simples l'état de la personne, sans mentir, mais sans non plus noircir le tableau. Donc il faut être réaliste, concret, mais sans faire paniquer les gens. Papa, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? Il a l'air d'être fatigué, il a mal. Sa fille est en train de lui parler, mais sa femme, Maria, va également faire son apparition. Elle a les pieds sur terre, Maria. Pendant que Louise parle avec le médecin, elle va tout doucement faire les poches de son mari. Si vous respirez profondément, les douleurs augmentent comme ça. Les douleurs s'empirent. Papa. Pour finalement trouver son portefeuille, qu'elle va aussitôt mettre en lieu sûr avant de s'intéresser de nouveau à Louis. Tu dois la manche? Ouais, mais tu dois la manche ou menos? On va faire une prise de sang pour voir l'oxygène. Non, papa, es una congestión. Tu vas pas mourir de congestión. Mais non. Le vieil homme est terrifié. Il ne sait pas ce qu'il a et il ne comprend rien à ce que lui dit le personnel soignant. Sa fille et sa femme s'agitant autour de lui n'arrangent rien. Victor va donc les inviter à sortir de la salle. Póngase 2 minutos allí y siéntese tranquilamente. Y luego ya... Vous voulez un café? ¿Quieren un café? Non. Non? Vous voulez un café? Ah, moi je veux bien. Essayez de-
Oui, on fait toujours tout complètement. Une des grandes angoisses, et il n'y a qu'à essayer, allons dans un pays où on ne nous comprend pas, c'est hyper anxiogène. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'anxiété et l'angoisse parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans les services d'urgence. Et pouvoir communiquer, et pouvoir identifier et se faire comprendre par rapport à un mal ou une douleur, c'est gagner déjà 50% de la maladie. Seguro que no quería usted un café, ¿no? Gracias. Con leche sin azúcar. Con leche, sí. ¿Quiere la tabla? Ahora tiene que dar la vuelta. Bon, allez, j'en ramène un deuxième. Merci. Louise passera au final 5 jours à l'hôpital aux soins intensifs. Il avait peur de mourir, mais ça ne sera pas le cas finalement. Il a été victime d'une infection pulmonaire couplée avec une insuffisance rénale. Il ressortira très fatigué de l'établissement, mais guéri. On va y aller, je suis désolé. Donc là, le 2, il faut le perfuser, hein, ça va? Victor ne veut pas pouvoir rester avec lui. Il est habillé en vert aujourd'hui, ce qui veut dire qu'à tout moment, il est susceptible de partir en intervention avec les équipes du SMUR. Attention, attention. Ce qui va être le cas peu de temps après. Oui, il y a une sortie. Ils vont bien tenter d'avoir des informations en chemin sur le cas qu'ils vont devoir traiter, mais ça ne va pas donner grand-chose. Problème quoi? Pas d'infos, on n'en a pas. Donc c'est la surprise. Maintenant, comme on sait qu'on est appelé par l'ambulance, c'est que ça doit être sérieux. Cela arrive souvent. L'urgence d'intervenir n'est pas toujours compatible avec la communication. Ils savent juste que c'est un cas grave et qu'il est question de vie ou de mort. Ouais, ils nous attendent, c'est bien, super. Pour une fois, ils nous attendent. Bonjour. Les pompiers sont déjà là, ainsi que les membres de la famille de la victime, attendant les médecins avec impatience. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel étage, madame? Premier. D'accord. Victor va très vite voir qu'un homme âgé est allongé sur le sol de son séjour, avec des pompiers autour de lui, en train de lui faire un massage cardiaque. Lucas! En urgence, il vient de demander à ses collègues d'apporter rapidement une machine permettant de pratiquer une stimulation cardiaque régulière. Une fois de plus, les urgentistes vont être confrontés à un problème de langue. C'est une famille polonaise qui habite ici. La femme de l'homme gisant à terre va avoir bien du mal à expliquer ce qu'il s'est passé. Tu peux couper ton alarme, ton moniteur? La machine que Victor a demandée il y a quelques secondes va lui être enfin apportée. Ok, attention, j'ajuste. C'est parti. Que s'est-il passé? Pour le moment, la femme et la belle-fille de l'homme gisant à terre se tiennent à l'écart, totalement désemparés. C'est pas facile parce que c'est vrai que c'est une vie, on ne connaît pas le passé de ce patient. Il y a une famille à côté qui espère beaucoup en nous. Et donc il y a une pression qui vient sur nous. Il y a un médecin qui est de son côté, en train de faire les manœuvres de réanimation. Moi, du mien, j'ai mon rôle, il est bien défini. Et notre espoir, évidemment, c'est qu'il puisse survivre. Après, quand on aura le temps, on fera une glycie quand même, comme ça on est tranquille. L'adrénaline, la grande. L'adrénaline, pour tenter de faire repartir le cœur. C'est parfait. Karim, le médecin urgentiste, va très vite comprendre ce qu'il s'est passé. L'homme a avalé quelque chose de travers. Ses voies respiratoires sont obstruées. Ils vont donc très vite utiliser un aspirateur pour tenter de le libérer. Ouais, ça y est, c'est fait. En fait, il faut réajuster là. Il a fait un infarctus dernièrement? Il a déjà fait un problème au cœur, infarctus? Oui. Tiens, doc. Ah, quand est-ce que c'était l'infarctus? Il l'a fait il y a combien de temps? C'est l'hôpital Saint-Pierre, ça? Oui. Non, ça c'est pour nos malades. C'est pour vous, ça? Non, c'est pour lui. L'homme a des antécédents médicaux très lourds. Sa famille l'a découvert inanimé sur le sol en rentrant à la maison. Depuis combien de temps est-il dans cet état? Victor et ses coéquipiers n'en savent rien. AVC en 80, en 2002, en 2006 et en 2007. Et il est insuffisant réneux. Stop, massage. On vérifie. Ils vont malgré tout s'acharner à faire repartir le cœur de la victime.
C'est la systolie. Merci. Ici, on va récupérer une fonction cardiaque, donc c'est-à-dire qu'on va relancer la pompe, mais on ne connaît pas les dégâts du cerveau. Donc il se peut qu'on ramène une personne vivante, cardiaque au niveau du cœur, aux soins intensifs, mais que le cerveau, lui, il est complètement mort. 16 minutes 25. Ok. La machine fonctionne depuis plus d'un quart d'heure maintenant. Et on l'avait pas vu depuis combien de temps? Il était... L'homme est resté au moins 20 minutes en arrêt avant l'intervention des pompiers. C'est énorme. Victor l'a déjà compris, il n'y a pratiquement plus d'espoir pour leur patient. Mais il ne va rien dire à la famille pour le moment. C'est par signe qu'il va communiquer avec le médecin. On pince les lèvres, on ouvre les yeux, on montre le monitoring. Par exemple, avec les yeux, on regarde, je fais un geste comme ça, on regarde le monitoring. Et donc, ou alors je montre l'adrénaline. Donc ça, c'est tous des signes que le médecin comprend. Et donc, par exemple, si je montre l'adrénaline, il me dit oui, c'est le dernier, ou encore un. Donc, encore un, on comprend. Ils ont tout tenté pour essayer de sauver cet homme âgé, mais hélas, sans résultat. Victor va devoir l'annoncer à la famille désormais, une tâche difficile. Peut-être que les mots vont changer. Ça fait déjà près de 45 minutes qu'on est en train de masser. Le cœur, il ne veut pas répondre. On lui a donné plein de médicaments et pour le moment, on vient de vérifier encore. Le cœur ne veut pas redémarrer. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore essayer une fois, mais malheureusement, ça s'annonce très très mal. D'accord ? Donc le cœur, apparemment, est très fatigué. Et là, il est en train de nous dire que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas aller. D'accord ? Donc le docteur a décidé d'essayer encore. Ok. Mais si maintenant il ne répond plus au niveau du cœur... Il a 80 ans, ça fait 20 minutes que vous ne l'aviez plus vu. Okay, les pompiers ont très bien travaillé, très vite travaillé. Donc on lui a donné toutes ses chances au cœur de redémarrer. On lui a donné les médicaments très puissants pour que le cœur puisse se remettre à battre. Mais malgré le médicament et malgré le massage, le cœur il ne veut pas relancer. Le cœur il dit que ça suffit. Le cœur ne veut pas redémarrer. Voilà. C'est dommage. Voilà, je suis désolé, mais... Ici, on avait affaire à une famille qui était plutôt de culture nordique, où la pudeur est très importante. Et donc, je savais très bien qu'ici, ça allait être plutôt contenu. Je pense qu'une fois qu'on a franchi la porte, elles sont restées dans leur intimité, elles se sont effondrées. Les urgentistes ressortiront de l'immeuble la mine grave. Pas de victoire cette fois-ci. Vous avez bien travaillé, hein? Merci. Bien travaillé. Ton aspi, même si le résultat... Comme souvent, il y a toujours le doute de ne pas en avoir suffisamment fait pour sauver la vie de leurs patients. Ce serait hypocrite de dire que ça ne nous touche pas. Ce serait trop facile finalement. C'est tellement facile que ça ne nous touche pas. Bien sûr que ça nous touche. Maintenant, on doit rester professionnel parce qu'avant tout, c'est le patient. Et dans ces situations graves, on doit rester professionnel tout en étant empathique. Du professionnalisme en toutes circonstances, il en faut aux urgences. Voilà. Maintenant, je mets un peu de liquide. Pas question pour l'équipe médicale de se laisser impressionner par la douleur de leurs patients. Ça va comme ça? On vous laisse un peu tranquille? Ça va? Restez un peu couché le temps que ça passe un petit peu. C'est fini? C'est fini. Restez un peu couché. Voilà, torturé par des femmes, c'est horrible. Hein. Tous les jours, ils doivent faire face aux angoisses des malades, souvent confrontés à la solitude. Qu'est-ce qui se passe, madame? Racontez-moi. Pourquoi vous pleurez maintenant? C'est elle qui s'occupe toujours de moi. Mais vous en faites. Le personnel est là pour les soigner, mais aussi pour les écouter. Et c'est la première fois que vous prenez ce genre de médicaments comme ça en une fois? En fait, on prend toujours peu. Ouais. Avant de dormir. Ouais. Mais là, après on dispute. Vous êtes disputé avec votre ami, c'est ça? Des patients, on l'a vu, pas toujours simples à comprendre. Beaucoup de nationalités se croisent à Bruxelles. Dans l'urgence, les médecins font souvent appel à Internet pour tenter d'avoir des traductions simultanées avec les moyens du bord.
Waga, toi. Waga, combien? Qu'est-ce qu'il a dit? Le poids, combien? Le poids. Il pèse combien? Combien? Il est 20, je suis. 75. Intervenir au domicile des gens peut même être acrobatique. Fab, il faudra déjà anticiper le départ ici. Hein. Ouais. Je sais pas comment... Non, mais voilà, c'est ça, vous devoir voir comment on peut faire. La grande échelle est souvent nécessaire à condition que les fenêtres soient accessibles. Ça va être chaud en effet. Tout est plein, tout est plein, tout est plein. Ouais, mais on s'est passé, il y en a quand même une. Non, on dégage un petit peu ou quoi? Regarde, monsieur, vous avez envie de vomir ou pas? Faute de temps, c'est finalement par les escaliers que cet homme sera évacué. Nous rentrons dans l'intimité des gens. Nous rentrons dans un domicile, dans une situation de crise. Ça bouleverse toute une vie. Ces gens-là ne seront plus les mêmes après notre visite. Et donc, il faut essayer de rendre ça le plus humain possible. Et le mot humain ici est très important. Un nouveau jour se lève sur Bruxelles. Un jour qui va démarrer une fois de plus à 100 à l'heure pour Victor. Arcassel au 409. Arcassel, 409. C'est 409. Une patiente de l'hôpital se trouvant à l'étage au service gériatrie est apparemment entre la vie et la mort. C'est 409, hein, c'est ça? Oui, tu viens parce que c'est un arrêt cardiaque. Christophe, il y a un Arcassel, il faut que tu nous aides. Ils vont donc convoyer en catastrophe le matériel nécessaire. Pas trop loin, c'est ici, ici. Après la porte, ici, à droite, à gauche, à gauche. Je prends déjà le casse. 409, c'est par là. Attention, madame, madame. Non, moi je croyais que tu me disais où c'est. C'est où? Madame, c'est ici? C'est où la cave? Où ça? Une patiente âgée qui a très vite repris conscience finalement. Tout va bien, madame, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Elle était au fauteuil. On l'a remise au lit et quand on l'a mise sur le côté pour la changer, elle a arrêté de crier. On a trouvé que c'était pas normal. On l'a remise sur le dos, elle était toute bleue. Ok. J'ai massé. T'as massé? Oui, j'ai massé un petit peu. Ok. Et puis quand elle a commencé à reprendre, on l'a un peu baffé et puis ça a été... Et c'est quoi ça? Ça en fait des visites d'un coup, hein, madame? Vous avez trouvé le truc pour qu'on vienne vous dire bonjour ou quoi? 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 Ça va, madame. Tu nous l'as réveillée en tout cas. Tant mieux. Et ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Tant mieux, la patiente avait repris. Et donc nous, on n'a fait que la continuité des soins. Et tant mieux. Moi, je trouve ça très valorisant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une chaîne de secours. Et donc nous sommes le maillon suivant. Et donc ils ont commencé le premier maillon et nous on continue. Ça t'a rappelé la formation? Oui. C'est bien, vous avez bien réagi. Non, mais c'est bien ça. Mais la suite de la journée va être plus compliquée pour Victor. Et c'est quoi l'histoire? Un patient agité, un homme en fait, vivant seul chez lui, Venez ici, monsieur. qui a été retrouvé par l'une des aides familiales venant l'aider régulièrement à son domicile. Parce qu'il quittait plus son nuit, il a arrêté son traitement. Il a le sourire. Il habite seul? Il habite seul. Il était dans sa chambre, refusant de bouger, de manger ou de prendre ses médicaments. Les secours ont dû utiliser la force pour l'amener ici. Monsieur, je suis un peu désolé, mais on va vous attacher. Le psychiatre de l'hôpital, à droite, vient justement d'arriver. Parce qu'on voudrait que vous soyez détendu et calme. Non, le temps de faire une mise au point, monsieur. C'est bon, hein, il va falloir le rafraîchir. Je vais chercher le monito. Je vais prendre votre tension, monsieur. On l'a déjà prise. Mais moi, je la reprends aussi. Vous appelez comment? Je sais pas. Vous savez pas comment vous appelez? Allez, dites-moi. Comment? Henri. D'accord, Henri. Et vous savez quel jour on est? Le 16, 17, 19 mai? 17 mai. Et on est en quelle année? En quelle année? 2014. Ça va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes ici? On vous a conduit ici. On se pose la question de savoir si... Parce que vous n'êtes pas vraiment bien destiné ici. On voudrait vous mettre de l'autre côté, mais de l'autre côté, il faut être calme. Vous êtes d'accord? De l'autre côté du service d'urgence. Vous êtes aux urgences à Saint-Pierre ici.
Et ici, vous êtes dans le secteur plutôt santé mentale. Et moi, je voudrais vous mettre dans le côté maladie. D'accord? Voir un peu pourquoi vous êtes comme ça. Ça, je sais pas vous dire. Hein. Ça, c'est en fonction de la mise au point qu'on va vous faire. Hein. Vous avez 18 de tension, c'est un peu élevé. Hein. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé? Hier. Hier. Et qui vous donne à manger? C'est à la maison, on vous prépare ou on vous apporte à manger? Mes parents sont morts, il n'y a plus de famille. Vous n'avez plus de famille? Oui, il y avait la grand. D'accord. T'as compris? Madame le rez-de-chaussée, moi, le matin. D'accord, on va vous changer d'endroit. Hein. On s'est assuré qu'il n'ait rien médicalement. On l'a mis d'ailleurs dans le secteur médical. On a dû l'attacher. C'est pas quelque chose que l'on fait de façon agréable, mais on doit le protéger aussi et on doit se protéger d'une chute aussi. Parce qu'Henri, il est arrivé entier. On n'a pas envie qu'il tombe et qu'il se fasse en plus une plaie à la tête. Merci. Victor va immédiatement après vérifier les antécédents de ce patient et il y en a. Des antécédents qui vont expliquer son comportement étrange. Qu'est-ce que vous cachez là? Mon portefeuille. Ah, votre portefeuille. Ok. Vous savez que le médecin est venu vous voir, hein? Et heureusement pour nous, on avait l'historique d'Henri et on savait qu'il avait un passé de schizophrénie, ce qui justifie un peu son état. Et donc, en collaboration avec les deux médecins, ils ont décidé de garder Henri malgré lui. C'est ce qu'on appelle une mise en observation. Ok, et puis on va vous hospitaliser parce que vos médicaments ne sont plus efficaces, ce qui fait que vous vous laissez aller. Et là, nous, on s'inquiète. Mais Henri va très rapidement perdre son sourire. Surtout quand Victor va tenter de ranger son portefeuille, qu'il tient précieusement serré sous ses draps. Parce que vous êtes laissé un peu aller, et on voudrait que vous rétablissiez un peu, et au niveau des médicaments, vous n'êtes pas tout à fait stable. Hein. Vous avez des médicaments pour votre maladie. D'accord, vous avez fini de manger? Je reprends le plateau. Le portefeuille, il y a de l'argent, parce que s'il y a de l'argent, faut pas... Montrez-moi un peu combien... Je vous explique. Non. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Je les prends pas. Je donne pas. Pas ici. Attendez que je vous explique. Attendez que je vous explique. On doit faire un inventaire des valeurs parce que lorsque vous allez partir, on va vous le retirer ce portefeuille. Pas ici. Pas ici. Je ne veux pas que vous énerviez. Ça va, il n'y a pas de problème. Je vais vous couvrir. Très bien, ça va. Je vais vous couvrir, j'en parlerai à mon collègue, c'est pas moi qui vais gérer ça de toute façon. Je ne peux pas vous lever. D'accord. C'est bien compris. C'est bien compris. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous énervez pas, moi j'ai pas de raison à ce que vous énervez. Gardez votre portefeuille, il n'y a pas de souci. Voilà. Monsieur, comme on a dit, vous allez être hospitalisé à Bruckmann. Ça va? Vous voulez garder votre eau? Vous voulez pas l'eau non plus? Vous êtes très fâché maintenant. Non. Pourquoi vous êtes fâché? Pas mon bonheur. Mais je vous le prends pas, votre portefeuille. Non. Il n'y a pas de souci. Voilà, à tout à l'heure. Être aux urgences, c'est être régulièrement confronté à l'agressivité des patients, mais le plus difficile à vivre, c'est surtout leur détresse. Et Benoît, le responsable des médecins urgentistes du SMUR, va de nouveau y être confronté aujourd'hui. Pourtant, avec ses 20 ans de présence dans les murs, il a tout vu, Benoît. Mais il y a des choses auxquelles il est difficile de s'habituer. Des gardes. Je suis de garde et puis on discute Rami Polytrauma. Je crois qu'on n'est pas à l'abri d'émotions fortes et surtout de s'interroger sur la vie humaine, sur voilà, ce qu'on devient, sur ce qui arrive aux autres. Et puis on se met à la place des autres et on s'imagine que ça doit baisser encore rien à côté de leur douleur à eux. Il va être appelé aujourd'hui pour tenter de sauver un homme, retrouvé gisant chez lui. Comme d'habitude, les pompiers sont déjà là. Cette fois-ci, il n'y a pas de questions à se poser. L'homme est décédé depuis de nombreuses heures maintenant. Bon, ben, il est tombé. Donc c'est plus de 12 heures. Il a un passé d'alcoolique et sa femme ne s'est pas inquiétée quand elle l'a entendu tomber hier dans la chambre. Cela s'est déjà souvent produit par le passé, sauf que cette fois-ci, son compagnon ne s'est pas relevé. Une grosse hémorragie, un scalp, donc le sang qui saigne très fort de la tête. C'est peut-être une hémorragie cérébrale. Il y a plein de choses. C'est peut-être quelqu'un qui a vomi du sang, il y a une nage dans son sang. Donc pour nous, il n'y a
plusieurs choses, mais ça ne change rien à notre approche. Puis on tombe sur quelqu'un qui est décédé. Voilà, donc les choses étaient finies depuis la veille. J'ai entendu boum. Boum, c'est ça. Donc, comme quelque chose, la même chose que quand il est tombé en arrière avec la chaise et qu'il s'est récolté une bosse qui a claqué. Et à ce moment-là, à cette heure, qu'est-ce que vous avez fait? Sauf que sa femme, Agnès, âgée de 87 ans, ne l'a toujours pas compris. C'est donc avec le plus de douceur possible que Benoît va devoir lui expliquer que son compagnon a perdu la vie. J'ai demandé à cette dame pour qu'elle aille chez Jacqueline, la concierge, pour rappeler l'ambulance. Est-ce que vous avez réalisé qu'il est décédé, madame? Il est décédé, hein, il est mort. Quoi? Il est mort. Ah non. Oui. Il est mort. Agnès va longuement fermer les yeux, réalisant enfin la terrible vérité. Ça fait longtemps que vous viviez ensemble? 8 ans, vous vivez ensemble. Je dois vous le dire tout de suite, c'est comme ça. Ça va pas être facile pour vous, ça. Hein? Allez. Et vous avez quelqu'un qui peut vous aider, madame? Il y a quelqu'un qui peut vous aider, madame? Vous n'iriez pas un peu à côté? Il n'y a pas une voisine chez qui vous pouvez un peu aller pour le moment? Dites-moi un petit peu. C'est pas facile. Hein? Ben, vaut mieux que je meure. Hein. Quand on est en vie, il y a toujours une raison. Il faut la trouver. Quand on est en vie, écoutez-moi un peu. Quand on est en vie, il y a toujours une raison. Il faut la trouver, même si on n'y croit plus. D'accord? Vous avez des enfants? Oui, mais ils sont en menin. Vous êtes important pour eux. On lui a annoncé, mais j'ai vraiment vu, voilà, terminé. Roger out. C'est vraiment la douche froide, quoi. Et on va voir les gens qui... on a un chemin à faire, hein. Et donc là, c'est vraiment extrêmement difficile à faire. Mais on essaie de trouver des mots, on dit les choses, on s'arme d'ailleurs souvent à deux, que si jamais un qui flanche, l'autre est là pour prendre le relais, pour avoir la meilleure sensibilité. Mais malheureusement, il faut pouvoir dire les choses. Donc là, il fallait dire à cette personne que la personne était décédée pour qu'elle puisse commencer son deuil et le réaliser. C'est quoi le sang le plus proche ici? C'est Sainte-Anne. C'est bon? C'est bon, Sainte-Anne? C'est bon hôpital. Benoît va prendre la décision de faire hospitaliser cette dame, par mesure de précaution, pour qu'elle ne reste pas seule dans l'appartement. Côtoyer la mort, c'est le métier des urgentistes de l'hôpital Saint-Pierre. Mais ils sont aussi parfois amenés à donner la vie. Marie-Astrid aura cet honneur quelques jours plus tard. Elle et ses coéquipiers vont être appelés pour une urgence peu banale. Une femme prise de contractions subites s'est mise à accoucher en plein milieu de sa cuisine. Ils sont arrivés heureusement juste à temps. Impossible de l'emmener. L'enfant arrive maintenant. La tête était sortie et ça le bloquait. Elle n'arrivait pas à pousser plus loin. Et donc ce bébé était là coincé entre ses jambes, juste la tête dehors. Donc là, on a dû vraiment l'aider. Le bébé ne restera pas coincé très longtemps, heureusement. 20 minutes plus tard, il viendra enfin au monde. C'est un petit garçon, oui. C'était une intervention quand même bien un peu stressante, bien stressante, on peut le dire. Et donc qui se finit vraiment, là pour le coup, en effet, c'est une intervention qui se finit très très bien. Et donc pour ça, c'est vraiment chouette. Et en effet, je pense que donner la vie, aider à donner la vie, c'est quelque chose de merveilleux et qui nous dépasse. On a été efficace. Un bébé en pleine forme, qui aura pour prénom Isard. En effet, toute seule, c'est une belle journée. Toute seule, je n'y serais pas arrivée. Donc en effet, c'était bien d'être en équipe.
Parce que c'était pas si évident que ça. Ouais, je suis un peu de chef. Bien, est-ce qu'il y a un pompier qui s'est pris par derrière, la tête? Pour les équipes de l'hôpital Saint-Pierre, le quotidien va se poursuivre. Un quotidien fait de drames parfois, mais aussi de joie quand ils parviennent à sauver des vies. Une petite Velpo, pour moi, ça serait gentil. Il y a des interventions sans, effectivement, et parfois elles se répètent. Mais il y a des moments aussi extraordinaires. On a vraiment bien fait son boulot, ça a bien pris, la mayonnaise a pris, l'équipe a bien marché. Et puis voilà, on voit que les gens ont été contents de faire du bon boulot. Et puis on a surtout sauvé les gens. Et puis on a parfois un petit merci, ça fait du bien. Ça va la pédiatrie? Victor l'infirmier fait ce métier depuis très longtemps lui aussi. Alors, je vais vous demander d'attendre en salle d'attente parce que vous faites beaucoup trop de bruit. Et les patients, non, mais vous allez attendre là-bas tout au bout. D'accord? Et on viendra vous chercher quand ce sera faisable. Mais pour rien au monde, il en ferait un autre. Les 20 ans, ils ont défilé, je suis prêt à refaire 20 ans. Pour l'instant, j'ai encore la niaque et donc forcément, oui, pour l'instant, je me sens encore jeune. Même si je vois les jeunes arriver, je me retrouve à cette époque-là. C'est un virus, c'est une passion. C'est une passion et je pense que dans le service dans lequel on travaille, c'est-à-dire l'hôpital ici Saint-Pierre, c'est un gène, hein, c'est comme... voilà, on a le gène, on porte ce gène là où on l'a pas. Ça va. Allez, bon courage. T'as besoin d'un coup de main ici? On est tous gentils. Oui. Surtout mon collègue. Votre appel? Votre collègue, mon collègue. Ah, le collègue. C'est moi le collègue. Moi, je m'en vais, bon retour. Tu t'en vas déjà? Ouais, bon, j'ai fini à 2h. Hein. Oh là là. Il est que 3h15. Shadia. Tchuss.